bienvenue, bienvenue à tous et bonjour surtout. Aujourd'hui, nous accueillons Christelle Angelvin et Julien Mercier de Maison Bonjour. Marc. Bonjour à tous. Donc, on va travailler cette session autour d'un dialogue. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au fil de l'eau et nous y répondrons dans une trentaine de minutes à la fin de cet échange. Donc, Christelle et Julien, vous êtes cofondateurs de Maison Marc, cabinet de conseil en stratégie de marque. Christelle Angelvin, vous avez accompagné au sein de grandes agences telles que Publicis et McCann pendant 15 ans la mutation et la transformation de nombreuses grandes marques dans la distribution, le secteur public, l'alimentaire, la banque assurance ou l'automobile. Vous avez ensuite accompagné le président d'Intermarché pour piloter le repositionnement de la marque et vous intervenez depuis 2017 comme enseignante à Centrale Supélec. Julien, vous avez officié à la fois dans de grandes agences de publicité, Saatchi notamment, mais aussi dans des cabinets de conseil en stratégie de marque en France et aux États-Unis. En 2012, vous avez vous aussi pris le chemin des annonceurs et vous avez rejoint les Galeries Lafayette où vous avez animé la refonte du BHV en 2012 et la refonte des, et non pas la fonte, de la marque Galeries Lafayette. La fonte, ce serait honteux. Ce serait honteux. La refonte de la marque Galeries Lafayette en 2015 en étroite collaboration avec la famille des fondateurs. En 2018, vous décidez tous les deux de révolutionner les choses et vous fondez Maison Marc, un cabinet en stratégie de marque. Et votre vocation, c'est d'accompagner la transformation des entreprises de l'intérieur par la marque. Et vous avez notamment parmi vos clients la Poste, la SNCF, Nocibé, Maison Standard, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, la première question pour nous, c'est pourquoi avoir eu envie de créer Maison Marc? Pourquoi cette structure? Je peux peut-être commencer, Julien. Nos parcours sont assez parallèles, hein, vous l'avez remarqué. Et au sortir de nos expériences chez l'annonceur, comme on dit dans le monde des agences, Julien et moi, chacun de notre côté, sans s'en parler d'ailleurs, on avait le sentiment de relire un peu ce qu'on avait fait jusqu'ici et en se disant que les agences servaient mal leurs clients et que nous, en tout cas, quand on a été du côté du client, on a trouvé que les clients étaient mal servis en termes de réflexion stratégique. Et là, on ne parle pas tellement de la qualité de la réflexion stratégique elle-même, mais de la manière dont les missions étaient conduites. Et on a lu, je pense que vous l'avez à peu près tous lu, ou en tout cas tous, vous l'avez vu ou sur votre table basse, hein, le best-seller Sapiens de l'historien Yuval Noah Harari, dans lequel on a remarqué chacun de notre côté, là encore c'est assez drôle, une petite partie dans laquelle il explique, et c'est assez intéressant, pourquoi Sapiens, qui était moins outillé, moins fort, moins physiquement puissant que Néandertal, a triomphé sur Néandertal, alors qu'il tout faisait et tout dirigeait vers le fait que ce soit le scénario inverse qui s'applique. Et en fait, la manière dont, en tout cas, Harari l'explique, c'est que si Sapiens a triomphé, c'est grâce à une chose, sa capacité à collaborer, c'est-à-dire à s'unir à plusieurs, à plein, à nombreux, pour pouvoir mener ensemble un combat collectif. Et ce qui ferait cette capacité à s'unir de Sapiens, cette capacité donc décisive de se mobiliser autour de combats partagés, c'est la capacité à croire en des récits. Des récits au sens des choses qui n'ont rien de concret, de matériel, mais qui sont un récit. Et en fait, une marque, ça n'est rien d'autre qu'un récit. Un récit qui, dans le meilleur des cas, quand la marque est forte et puissante, est un récit partagé par des millions de gens. Alors, je te coupe. En fait, comme disait Christelle, on a eu une vie précédente, on a eu une vie en agence, donc c'est à la fois une forme de mea culpa, mais aussi on est quand même bien placé pour le dire. Dans nos vies précédentes, on a vu souvent ces récits que Christelle nous racontait à l'instant. Ces récits collectifs, on les a vus traités comme des espèces de fiction, des histoires qui étaient trop belles pour être vraies, sans véritable ancrage dans la réalité de l'entreprise. Bon. Et donc là, en définitive, on atterrit sur un propos, quand on commence à monter en épingle un récit, on atterrit sur un propos qui est un travestissement de la réalité. Il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de crédibilité. Donc, au départ de Maison Marc, en tout cas, il y avait une volonté
de Christelle et moi-même de respecter la vérité. Et elle est toujours là, évidemment. De respecter cette vérité, l'histoire, la trajectoire de l'entreprise pour aider à structurer un récit collectif qui soit juste, vrai et solide. Et d'où notre nom, maison, parce que la maison est un lieu solide, concret, où on peut s'épanouir. Voilà. Alors, vous parlez de mythe, vous parlez de récit en parlant de marque, mais pour nous, une marque, c'est surtout un outil pour vendre. Hein. C'est un outil marketing pour conquérir, fidéliser des clients. Oui, tu as raison, Corinne. À l'origine, c'est ça. Et c'est d'ailleurs à l'origine seulement ça. Le concept de marque, il a été inventé dans les belles années du marketing pour créer de la différenciation de la création de valeur immatérielle, comme on dit un peu pompeusement, à des produits ou à des services aux yeux, et essentiellement d'ailleurs aux yeux du consommateur. Les promesses de marque, d'ailleurs, dans cette période-là de croissance qui fait évidemment penser aux 30 Glorieuses, puisqu'elles en sont à l'apogée, sont entrées dans une course à la différenciation. Donc, de proche en proche, on avait des promesses produits rationnelles. Allez, prenons un exemple trivial, cette pâte à tartiner est gourmande. Et puis, petit à petit, on a essayé d'inventer une promesse émotionnelle. Alors, ça pourrait donner, je ne sais pas moi, cette pâte à tartiner fait le bonheur des enfants le matin. Et puis, petit à petit, toujours dans cette course à la différenciation marketing pour que le consommateur apprécie cette marque, on a fini par essayer d'aller chercher des promesses émotionnelles encore plus hautes. On a appelé ça bigger than life ou life value. Vous savez, dans la publicité, on aime bien comme ça avoir des concepts un peu anglo-saxons. Et ça pourrait donner, pour mon histoire de pâte à tartiner, comme ça un peu évidemment inventée de toutes pièces, cette pâte à tartiner va restaurer l'harmonie relationnelle dans votre famille. Voire même restaurer la paix dans le monde, si on veut. C'est intéressant de noter que l'inflation des promesses, elle est sans limite. Moi, je peux vous prouver, sans problème, je peux même convaincre un board, si vous voulez, que si chaque famille dans le monde est plus apaisée et plus heureuse, et ben moi je peux assurer la paix sur terre. Et c'est certainement vrai. Hein, si vous faites l'ensemble des familles et que vous dites chaque famille est heureuse, peut-être que le monde sera heureux. Mais qu'est-ce que va dire le concurrent? Le concurrent, pour aller plus loin, il va annoncer la paix dans l'univers. Donc, on assiste à une surenchère qui apporte des promesses totalement boursouflées, en fait, déconnectées de l'impact réel sur la vie des gens. Et on voit bien que c'est à ce moment précis que survient une forme de rupture. En fait, l'émetteur, la marque, continue de parler, mais le récepteur, c'est-à-dire vous, moi, nous, l'ensemble de la population, en fait, on ne le croit plus. On arrête d'écouter et on passe donc d'indifférence à méfiance et à défiance. Et c'est ça qui a jeté le discrédit sur les entreprises et les marques en général. C'est un problème d'autant plus important quand la marque est l'entreprise. Hein. On se souvient tous d'une marque qui nous a promis de nous faire aimer en 2000 et qui a disparu en changeant de nom quelques années après. Donc, c'est très clair. De plus en plus, il y a abolition des frontières. La marque, c'est l'entreprise c'est la marque. Et le problème, c'est que si vous décrédibilisez votre marque, vous décrédibilisez votre entreprise. Ça amène une autre question, mais pour le coup, petit commentaire de la part de Céline. Christelle, ta caméra est pour partie cachée. Nous ne te voyons. Ah, nous te voyons. C'est mieux comme ça? Absolument. Merci, Céline. Absolument, c'est beaucoup mieux. Donc, merci. Pour rebondir donc, sur votre dernier propos, donc la marque, c'est l'entreprise et l'entreprise, c'est la marque. Est-ce que les entreprises, du coup, sont des marques comme les autres? Tu veux répondre, Christelle? Comme tu veux. Vas-y. Vas-y. Non, en fait, pour nous, bien sûr que les entreprises sont pas des marques comme les autres. Nous, d'abord, d'un point de vue méthodologique, on essaye de faire la différence, de distinguer l'entreprise et la marque. L'entreprise, pour nous, c'est un modèle économique plutôt complet, plutôt autonome. Il y a un écosystème. Il y a des gens, il y a des entrepôts, il y a des locaux, il y a des magasins parfois. En revanche, la marque, et c'est là que je vais être un peu provocateur, une marque, c'est rien, comme le disait Christelle au tout début de l'intervention. Une marque, c'est un récit, c'est une histoire, au mieux très très bien ficelée, mais répétée des milliers de fois. Et en fait, on se rend compte que la marque, c'est simplement le support d'expression pour une entreprise et tout ce qui en émane, les produits, les services et les actions, plutôt crédibles, sympathiques, voilà. On se rend compte que c'est désirable aussi. Désirable, rayer la mention inutile si vous voulez, mais c'est déjà pour une marque d'avoir ce fardeau de rendre sympathique, désirable tout ce que produit une entreprise. Ça l'était déjà avant 2020. Aujourd'hui, en 2020, la marque doit en plus assurer le recrutement des talents, l'alignement des collaborateurs, faire en sorte qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit développée, et en plus, elle doit développer et expliquer
ce que tout le monde appelle la RSE, qui est un concept très général. Mais la marque, aujourd'hui, elle a un énorme fardeau sur les épaules. Mais est-ce que ça n'est pas beaucoup, justement, de demander tout ça à une marque? En tout cas, c'est la nouvelle donne et nous, on pense que c'est possible que la marque fasse tout ça à la fois. Et d'ailleurs, non seulement on pense que c'est possible, mais on le fait tous les jours. Mais c'est possible à une condition et cette condition, elle est extrêmement exigeante et elle est express d'ailleurs. C'est possible de demander à sa marque, donc à la fois d'attirer des talents, de mobiliser les collaborateurs autour du projet et d'expliquer l'utilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc tout ça à la fois, à condition que, bien sûr, ces discours RH, ces initiatives RSE et ce business model s'alignent et ne se démentent pas, que tous ces moteurs convergent, pour le dire autrement. Et pour ça, et ça c'est notre job à nous, et c'est évidemment exigeant, la réflexion stratégique sur la marque doit chercher non pas le plus petit dénominateur commun qui rassemble un grand nombre de consommateurs, de clients, mais le plus grand dénominateur commun qui aligne tous ces publics, ce que nous on a envie d'appeler la clé de voûte, qui va donner du sens à l'ensemble et aligner les moteurs de l'entreprise. C'est ce que nous, on appelle la marque alignée. Une marque alignée, c'est une marque où tout le monde travaille dans le même sens au nom de ce projet, qui est clair, qui est univoque, qui est exprimé avec des mots très simples, 5-6 mots maximum, que tout le monde connaît, de l'actionnaire au manutentionnaire, et qui crée une marque donc alignée. C'est un mot qui vient de la psychologie positive et du yoga. On s'aligne, on sait qu'on gagne en cohérence, on gagne en puissance, en structure, en équilibre, et évidemment, on gagne en impact, parce que tous les messages concourent et convergent dans le même sens. Et de toute façon, l'époque où une entreprise pouvait s'exonérer de la responsabilité, qu'elle soit sociale, environnementale, au nom de la création de valeur, dire « Ok, je pollue, mais je crée des emplois », on voit bien que cette époque est révolue. Plus personne n'acceptera qu'une entreprise se cache derrière la création de valeur pour faire accepter des externalités négatives. Et aujourd'hui, la deuxième option qui consiste à corriger à la marge les externalités négatives induites par le business, ça non plus, ça ne suffit plus, ça ne tient plus. Ce que la société attend des entreprises aujourd'hui, les millénials en tête, c'est qu'elles aient des business models qui intègrent dans leur conception, dans leur création de valeur, le fait de générer de l'utilité ou, disons les grands mots, du bien commun. La marque alignée qui aligne actes, discours, priorité affichée, c'est-à-dire les valeurs, et priorité réelle, c'est-à-dire la création de valeur, sont évidemment les facteurs clés de succès d'une marque qui est puissante. Le reste, les incohérences entre discours et actes, les incohérences entre priorité affichée et priorité réelle, rendent une marque inaudible ou, comme le disait Julien tout à l'heure, carrément suspecte. Oui, la crédibilité, en fait, c'est la crédibilité de la marque, c'est vraiment une vraie question, et d'autant plus aujourd'hui. Parce qu'on le sait, on est dans un climat de défiance, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est pas seulement un climat de défiance face aux marques, c'est un climat de défiance face à la parole politique, face à l'information, aux médias en général. Il n'y a qu'à voir le nombre de théories qui fleurissent tous les jours. Et dans ce climat, en fait, la crédibilité de la marque ou de l'entreprise, c'est décisif. Parce que sinon, comme le disait Christelle, comment on va pouvoir aborder sereinement la question la notion de bien commun, en fait. C'est une notion qui nous intéresse tous aujourd'hui. Et elle ne pourra plus être considérée effectivement comme une notion secondaire. Donc, être responsable, c'est clé. Sans crédibilité, pas de responsabilité. Sans responsabilité, pas de crédibilité. Alors, toute cette problématique, évidemment, elle n'est pas arrivée sur la table en septembre 2020. Elle était en progrès, elle était en sommeil, elle était en silence, si on veut. Et la crise du Covid l'a réveillée brutalement. Mais aujourd'hui, c'est sûr que sans la crédibilité dont on se parle depuis tout à l'heure, la notion de responsabilité va être très, très compliquée à assumer. Restons sur cette notion de bien commun qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui dans le cadre de la Good Week. Actuellement et depuis peu, donc, la loi Pacte a été votée. Elle incite les entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux dans l'ensemble de leur stratégie. Et elle encourage aussi les entreprises à se doter d'une raison d'être. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change par rapport à avant ? Alors, se poser la question de la raison d'être, c'est une question quand même qui est clé. Ça revient à se poser la question de l'utilité. Au fond, à quoi je sers ? Et à quoi je sers et à quoi c'est utile
pour le reste du monde, ou au moins le reste de mon écosystème. Alors, bien souvent, la question de la raison d'être a été adressée à des communicants, parfois des publicitaires, dont on a fait partie, évidemment, avec Christelle, on ne le cache pas, et qui l'ont pris très souvent par le boom marketing. Hein, donc, une belle et grande promesse, humaniste, désintéressée, trop belle pour être vraie, et qui, on va être honnête, ne convainc pas forcément, hein, et convainc pas notamment parfois en interne. Donc, vous n'avez qu'à lire les raisons d'être qui ont été pondues par les grandes entreprises françaises au cours des 6-8 derniers mois. Parfois, ça va un peu loin. Donc, au fond, on ne va pas se mentir, la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Hein. Sinon, c'est une ONG, sinon, c'est une association, loi 1901, mais une entreprise a pour raison d'être, pour finalité, de créer de la valeur. Et c'est essentiel d'assumer la vocation économique de cette entreprise. Il y a des gens à payer. Une entreprise, c'est quand même pas uniquement un patron qui gagne de l'argent, c'est aussi des gens qui vont dans la même direction, qui travaillent tous les jours, qui se lèvent et qu'il faut rémunérer. Et donc, nous, chez Maison Marque, en fait, ce terme de raison d'être, on l'a un petit peu mis de côté et on préfère parler de raison d'agir, qui est, à notre sens, en fait, un peu plus en ligne avec justement cette histoire de modèle économique que l'entreprise doit assumer. Le terme raison d'agir permet d'aligner en fait le modèle économique, les raisons pour lesquelles l'entreprise tous les matins ouvre ses portes et cette notion de bien commun. Voilà. Oui, on peut peut-être citer, si tu veux bien, je te prends la parole, Julien, on peut peut-être citer Accor sur Oui, cet exemple-là qui tout est à assez fait. intéressant. On le cite avec d'autant plus de liberté que nous n'y avons pas du tout contribué, en tout cas pas sur cette dimension-là. Malheureusement. Mais Accor s'est donné comme raison d'être, il y a déjà des années, dans un travail assez remarquable de marque. Le groupe, je parle du groupe Accor, s'est donné comme donc raison d'être l'hospitalité. Une valeur toute simple, l'hospitalité, qui est très en ligne avec le métier d'hôtelier. Et une initiative dont vous avez peut-être souvenir, qui est intervenue en mai-juin 2020, au moment de la crise du Covid. Absolument. Quand on avait une problématique en France où on envoie les patients Covid qui sortaient de réa dans des hôpitaux saturés qui ne pouvaient pas les garder, mais des patients Covid qui étaient encore contagieux et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Accor a proposé d'ouvrir ces hôtels et d'en faire des lieux tiers qui seraient des centres de repos pour venir absorber cette population, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais dont personne ne voulait en fait, puisque voilà, on ne savait pas très bien comment accueillir et héberger ces patients très contagieux potentiellement. Le patron d'Accor a proposé ça au gouvernement. Il a dit dans les médias qu'il n'avait aucune vision de est-ce que ça allait lui être indemnisé par la Sécu, par l'État, oui, combien, quand, etc., etc. Ils ont joué le jeu. Ils l'ont fait d'une manière assez remarquable en termes d'efficacité, de mobilisation rapide. Et nous, avec notre regard de stratège et de stratège de marque, on s'est dit, voilà une entreprise qui délivre en acte quand l'occasion lui en est donnée, la promesse qu'elle s'était donnée et qui prouve bien que sa raison d'être, que donc nous, vous avez compris, on appelle raison d'agir, mais c'est évidemment totalement un biais méthodologique qu'on s'est donné, donc qui prouve bien Accor en faisant ça, que l'hospitalité est leur raison d'agir et que donc elle se transforme en acte. Ça, c'est clé parce qu'une raison d'être qui ne se transforme jamais en acte, c'est probablement une raison d'être qui est mal pensée ou mal écrite et qui de toute façon n'est pas en ligne avec et n'est pas assumable. Que l'entreprise peut prouver. N'est pas assumable. Exactement. Parce que promettre qu'on va sauver le monde, encore une fois, c'est compliqué. Encore faut-il. En fait, pour résumer, peut-être que tu venais de dire, Julien, et ce qu'on est en train de dire là, nous, on est des métiers, on vient du métier de la parole, de la parole pour les marques. On a mis dans les bouches des marques et dans leurs écrans publicitaires pendant des années des images et des mots. Et en fait, on a le sentiment que de plus en plus, la parole des entreprises et des marques a été distordue. Peut-être un peu décrédibilisée d'ailleurs, mais en tout cas distordue, c'est sûr, et que trop souvent est mis dans la parole des marques des mots et des propos qu'elles ne devraient pas tenir, qu'elles ne devraient pas porter parce que ce n'est pas elle qui devrait dire ça ou qu'elle n'a pas d'intérêt direct à dire cela. Et on a une vision assez aiguë et exigeante de ce que la marque peut être pour l'entreprise, c'est-à-dire un moteur, un levier d'alignement et de performance, un réceptacle de sens qui va expliquer
ce que fait l'entreprise et pourquoi elle le fait de cette façon, qui va donner du sens à sa création de valeur en assumant qu'elle est évidemment un outil de création de valeur. Parce qu'une entreprise cotée en France, privée, est toujours, évidemment, et c'est ça sa raison d'être première, jamais dite, d'abord une organisation humaine qui a pour objectif de créer de la valeur. Je profite. Ça, on ne met pas de nez rouge. Ouais. Je profite juste de cette question pour intégrer deux questions convergentes de la part donc, de deux personnes de l'assistance, donc Emmanuel Bertrand et Magali Lancien, qui vous demandent de préciser cette notion de valeur au sein des entreprises, sachant que les ONG, bien évidemment, créent également de la valeur. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de valeur à proprement parler? Alors, nous, on a un biais, c'est qu'on a tous les deux fait des études d'économie, et donc, quand on parle de valeur, on parle évidemment de valeur financière, capitalistique, voilà. Les valeurs, évidemment, la valeur que crée une ONG, Oxfam ou le WWF, c'est une valeur immatérielle. C'est une valeur qu'elle lègue finalement au reste de l'humanité comme un don, et elle ne crée pas de valeur financière. Donc effectivement, c'est aussi une valeur, c'est aussi extrêmement précieux et appréciable, mais dans les termes utilisés, pour nous, c'est pas de la valeur financière, évidemment. Et de toute façon, on voit bien qu'une ONG aussi puissante qu'Oxfam a besoin également de fonds pour rouler. On n'envoie pas 3000 personnes dans le monde aider des populations sans argent. Donc, elles font elles-mêmes à un moment des appels de fonds, et elles utilisent même elles-mêmes, puisque j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, elles ont elles-mêmes les atours de marque, puisqu'elles sont en concurrence vis-à-vis de l'opinion des gens. Voilà. Est-ce que je préfère donner de l'argent à Oxfam ou à WWF? Finalement, elles sont elles-mêmes en concurrence, elles sont elles-mêmes des marques. Mais bon, revenons sur le truc. Nous, on parle évidemment de valeur financière. Valeur financière à court moyen terme. Quand on dit la valeur, on parle de la valeur économique, et quand on dit les valeurs, on parle des valeurs, j'allais dire morales, mais je déteste ce mot, mais des valeurs au sens plutôt philosophique. Mais c'est intéressant ce que tu introduisais là comme distinction, Corinne, c'est que une entreprise dont l'objectif est la création de valeur économique, c'est sa fin, c'est ça. Alors qu'effectivement, une ONG, on peut considérer que l'argent est une question, mais c'est un moyen. Et c'est peut-être d'ailleurs sur ce point-là que cette notion de raison d'être, elle peut brouiller un peu les pistes quand elle est mal gérée en tout cas, et quand elle finit par mettre un nez rouge aux entreprises qui se donnent une raison d'être totalement humaniste, magnifique et déconnectée complètement des questions de la création de valeur. Pourquoi pas, mais que du coup, ça tendrait à pouvoir faire un peu passer les entreprises pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire un organisme désintéressé et qui est là pour faire du bien. Donc, c'est là que la frontière entre se mettre un nez rouge et réfléchir à réellement comment on réoriente notre manière de faire du business pour générer des externalités positives, c'est un peu plus intéressant à notre avis parce que c'est surtout un peu moins hypocrite. Justement, comment on fait concrètement pour articuler ces intérêts privés qui sont de créer de la valeur financière, in fine, comme vous le précisez, et les enjeux sociaux et environnementaux? Est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes pour cette mutation et cette transformation en profondeur? Prêtes? Très bonne question. Je ne sais pas en fait. Je sais pas si elles sont prêtes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles vont devoir l'être assez rapidement en fait. Les entreprises étaient sur un rythme lent de transformation et on les voyait bien. Il y a certaines qui avançaient plus vite que d'autres, certaines qui étaient un petit peu non pas réticentes mais timides à regarder un petit peu comment évoluer leur propre marché, à regarder ce que faisait celui d'à côté. Bon, c'était un rythme assez lent. Et le Covid, qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que le Covid, c'est pas une crise directement économique, c'est une crise d'abord sanitaire. Le Covid a totalement fait grimper le rythme général de la danse. Donc, on les voit toutes s'activer, et certaines avaient déjà ça en gestation, donc elles n'ont plus qu'à dérouler finalement. Certaines sont pris de court. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les marques et les entreprises vont devoir s'activer. C'est pas une question de taille. C'est pas une question de géographie, c'est pas une question d'âge. Il y a des entreprises qui sont relativement très très vieilles, comme Procter & Gamble, qui ont déjà commencé depuis très longtemps à revoir l'ensemble de leur discours, de leurs pratiques. Voilà. C'est une question de logiciel. Il y a des entreprises qui ont longtemps cru que le discours suffirait largement à convaincre les publics.
internes, externes, qu'elles étaient sur le chemin justement de la conciliation des enjeux sociaux, environnementaux, etc. Et elles ont cru que le simple fait de dire les choses suffirait à convaincre. Donc non. En fait, aujourd'hui, elles doivent passer finalement de ce qu'on appelle le mythos, hein, qui est l'intelligence narrative, on va dire, au logos, qui est l'intelligence de la démonstration. Hein. Donc maintenant, il faut montrer que vous êtes vertueux. Et il y en a beaucoup qui se prétendent vertueuses, et ben, qu'elles le montrent. Et ça va être un formidable enjeu dans les 6 mois, 1 an, 2 ans à venir. Oui. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces questions qui sont posées par, bien sûr, vous avez cité la loi Pacte, mais juste tout simplement par la société, hein, qui exige ça aujourd'hui des entreprises, sur la question de quelle est votre contribution à vous, est-ce qu'elle est votre contribution au sens positif du terme. Elle fait un peu, elle révèle un peu, elle agit un peu comme un révélateur en fait, parce que les entreprises, elles ont toujours eu une contribution à la société, positive ou négative d'ailleurs, et des contributions positives, et parfois en même temps des contributions négatives. Il y a des entreprises, enfin je sais pas, il y a des bassins entiers, allez voir autour de Clermont-Ferrand ce que l'entreprise Michelin a pu apporter en termes de structuration de l'espace public, urbanisme, accès à l'éducation, etc., etc. Donc il y avait des externalités positives pour la société autour du bassin d'emploi d'une entreprise. J'ai cité Michelin, on pourrait évidemment citer plein d'autres. Et en même temps, ces mêmes entreprises pouvaient avoir une contribution, par exemple, environnementale négative. Donc, en fait, cette nouvelle obligation qu'on a désormais de faire connaître les externalités positives ou négatives et de piloter les négatives, que la société exige de voir en transparence, ça fait un peu comme M. Jourdain dans Molière, vous vous souvenez, qui réalise qu'il parle en prose alors qu'il n'a jamais entendu le mot. C'est-à-dire que ce qui se passe, à notre avis, c'est qu'aujourd'hui, la société exige des entreprises, qu'elles pilotent, j'ai envie de dire encore là un peu comme en psychologie positive, en conscience, et qu'elles décident à l'avance quelle va être leur contribution à la société. C'est-à-dire plutôt que de la constater a posteriori, ou de la déplorer d'ailleurs, ou éventuellement de se faire prendre les pieds dans le plat ou les mains dans le pot de confiture par une ONG, un journaliste, que sais-je. On leur demande de décider à l'avance quelle va être leur contribution à la société, de la fixer comme un objectif, au même titre que des KPI qui sont tenus de performance sur d'autres sujets, et puis de la piloter avec la même exigence qu'elle pilote sa création de valeur. Et ça rejoint d'ailleurs la question des gens qui nous écoutent, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est une création de valeur comme une autre. Tout à l'heure, on opposait les services rendus par certaines ONG à la société avec la création de valeur économique, mais ça serait très intéressant de savoir un jour chiffrer qu'est-ce que ça évite comme coût à la société qu'une ONG assure un service bénéfique à la société. On sait que c'est des coûts non dépensés. Et on sait à l'inverse d'ailleurs que certaines pratiques de certaines entreprises induisent des coûts. Donc la valeur économique et la valeur sociétale, ça se rejoint à la fin. Nettoyer des eaux usées dans une rivière, c'est un coût colossal pour la collectivité. Donc c'est des chiffres. Emmener des enfants à l'école, à faire accéder à l'éducation, c'est évidemment une création de valeur in fine. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est le chiffrer de manière en tout cas à peu près facile et à peu près fiable. Donc aujourd'hui, on attend des entreprises qu'elles décident à l'avance quelle va être leur contribution à la société, qu'elles minimisent leur contribution négative, qu'elles maximisent leur contribution positive, qu'elles la fixent avec des mots et qu'elles la pilotent avec des chiffres. C'est ça que la société attend des entreprises. Effectivement, pour répondre à ta question, Corinne, si on le prend sous cet angle-là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient prêtes. Mais comme Julien, je pense qu'il va falloir qu'elles se mettent très très vite en ordre de marche pour être capables de faire ça, parce que ça va être de plus en plus, à notre avis, à mon avis en tout cas, un droit opposable. Je pense que de plus en plus, les citoyens vont opposer ça aux entreprises comme un dû et comme quelque chose sur lequel il n'y a pas de possibilité de se cacher derrière quoi que ce soit, ni combien d'emplois j'ai créés, ni combien de dividendes j'ai distribués. Et on dépasse le cadre de la marque, de fait. Oui, tout à fait. Et bien sûr, là, on est vraiment dans le cadre de l'entreprise et de ce que l'entreprise apporte à la société. Cependant, comme c'est la marque, son support d'expression, son vecteur pour dire à la société pourquoi elle est là et ce qu'elle fait, c'est bien sûr souvent la marque qui porte ce propos-là. Tu veux dire un mot, Julien, pardon? Non, j'ai oublié. Parce que... Ah bon. non, mais... Alors je finis, ça te reviendra peut-être. Ah pardon. Non, je remarquais que effectivement, on parle des externalités négatives. C'est compliqué de penser des externalités positives directement.
Aujourd'hui, on va reprendre l'exemple de Peugeot. Peugeot a tout un tas d'externalités négatives, donc elle produit des voitures, donc elle dégage du CO2, elle produit des métaux lourds, elle exploite, elle rejette, etc. Donc c'est ce qu'aujourd'hui elle s'est fixé comme entreprise, comme des milliers d'entreprises, de réduire au maximum. On va arriver à une neutralité, et ça sera déjà formidable. Elle va devoir après penser à qu'est-ce qu'elle peut produire en positif. Et en préparant le séminaire avec Christelle, on s'est demandé qu'est-ce qu'une entreprise comme Peugeot, finalement, pourrait produire d'absolument positif pour le reste de la société. À partir du moment où on dit qu'on est une entreprise dans la mobilité, qu'est-ce qu'on pourrait produire qui serait un bien commun pour l'ensemble des gens, la nature, mais les gens aussi, la société, etc. Est-ce que Peugeot doit dire qu'il va produire gratuitement à son compte des bus électriques autonomes pour sillonner les villes et pour faire en sorte que les transports soient gratuits. Je ne sais pas, on peut imaginer des choses en fait. Et on parle beaucoup, par exemple, d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat dans les entreprises, qui est le fait de créer une mini-entreprise au sein de l'entreprise, comme si l'entreprise avait besoin d'en plus une micro-entreprise dans son sein. Moi, je pense que les entreprises vont devoir réfléchir justement en termes d'associations, puisqu'elles sont, ces associations, bien souvent désintéressées, et que c'est grâce à ce désintéressement, pour le coup, crédible et légitime, qu'on peut produire des idées bénéfiques. Voilà. Donc, est-ce que, au lieu de parler d'intrapreneuriat ou je ne sais pas comment on appelle ça, on créerait pas dans les entreprises quelque chose qui soit de l'associationnariat. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas le mot, mais créer une association, une espèce d'association. Bah oui, parce que les associations, elles ont les process, les façons de travailler, elles ont ce fameux désintéressement dont on se parle, elles l'ont en elles. Pourquoi elles ne l'inculqueraient pas aux entreprises afin de créer au sein de l'entreprise une espèce d'association qui soit liée, et non pas une fondation, parce que ça c'est un peu la mode, créer des fondations pour la mobilité, des fondations pour l'art, des fondations pour etc. Une association interne qui devienne en fait réfléchir à ce que je peux produire pour le bien commun. Pour révolutionner l'entreprise de l'intérieur. Pour révolutionner avec des moyens qui soient ceux d'autres et non pas d'entreprises qui financent une entreprise à l'intérieur de son entreprise. Vous voyez, parce que là, c'est une forme d'entre-soi et les mêmes causes vont générer les mêmes maux, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a des partenariats à créer. Les associations s'intègrent dans les entreprises pour leur expliquer comment on se désintéresse. Voilà. Et on n'a pas encore parlé de l'actionnariat employé, qui est encore une autre chose. Parfait. On touche à la fin de cette première partie d'interview. Christelle, un mot pour conclure avant de passer aux questions? Non, je crois qu'on a dit l'essentiel. Voilà, nous, on milite pour réduire les dissonances et les contradictions. On pense que la marque peut être cet outil, et on n'en voit pas d'autres, à vrai dire, d'alignement entre les planètes business, RH et la RSE, c'est-à-dire le reste du monde. Et on se dit de plus en plus chaque jour que face aux nouvelles exigences que la société va imposer aux entreprises, les COMEX devraient vraiment, certains le font, mais tous devraient vraiment faire remonter la question du bien commun tout en haut, mais tout en haut de l'agenda de leur gouvernance. C'est à notre avis une urgence pour les entreprises qui veulent s'inscrire dans les 20 années qui viennent, parce que cette exigence va devenir absolument drastique et on le sent tous les jours se durcir encore un peu. Il y a une question de Célim qui dit comment concrétiser cette raison d'être au sein d'une entreprise. Donc là, il nous faudrait 2h30 en plus. Quelle bonne question. C'est notre métier et c'est ce pourquoi Christelle et moi, on s'est associés. C'est un processus qui est relativement long. Moyen terme, on va dire, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois. Pardon, je t'interromps, Julien, tu parles du processus pour définir. C'est ça, absolument. C'est la question de Célim, comment concrétiser cette raison d'être. Donc là, il faut. Attends, moi je la comprends pas comme toi. Alors concrétiser. Déjà, alors je comprends ce que tu comprends, Christelle, pardon. Avant de la concrétiser, il faut la formaliser. Voilà. Donc la formalisation, c'est déjà un processus long où on va développer beaucoup de langage, donc c'est beaucoup de mots autour desquels on va essayer de s'entendre et qui doivent respecter, comme on le disait au début, la vérité d'une entreprise. Pas se mettre de nez rouge. Peut-être tu peux dire un mot de méthodo, Julien. Oui, alors nous, on a une méthodologie qui est à nous, c'est qu'on produit beaucoup d'interviews avec les parties prenantes.
mais on fait de haut en bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement voir le COMEX, même si on pense que c'est extrêmement important et même prioritaire. On va voir aussi. On voit le COMEX, hein, parce qu'il faut toujours voir le COMEX, mais on demande à ne pas voir que mais le on va COMEX. voir aussi, s'il faut, les gens qui sont les codeurs d'une appli, comme ça a été fait pour la SNCF, et on va voir, on peut aller voir les gens en magasin, les gens qui sont au guichet, les caissières, etc. Donc, il y a un gros travail de formalisation. Et là, ensuite, il y a des ateliers de lecture et d'écriture qui mettent tout le monde d'accord. Et ensuite, pour concrétiser… Pardon, je t'interromps parce que ce que dit Julien là, c'est hyper important, c'est que donc on n'écrit pas une promesse ou une raison d'être extérieure qu'on plaquerait sur l'entreprise, mais on l'écrit à partir de ce que les gens de l'entreprise qui la vivent, qui la portent, qui la dirigent, font et vivent au quotidien. Donc, c'est la raison d'être qui c'est bottom-up en fait. Elle vient de l'entreprise et nous, on aide à la formuler, mais on ne l'invente pas. Et ça, c'est très important parce que du coup, c'est la leur. Et ce n'est pas nous, Maison Marque, qui avons trouvé ça vachement intelligent, vachement sympa, vachement dans l'air du temps et qui l'avons plaqué. Vous êtes un peu, en quelque sorte, accoucheur de cette raison d'être ou de cette raison d'agir. Quand on rigole entre nous, on dit qu'on est un peu psychanalyste. Pédagogue. Parce qu'au passage, on dénoue deux, trois nœuds relationnels, culturels, historiques qui souvent étaient un peu comme ça… un peu noué dans l'histoire, mais en effet, on considère que c'est de la maïeutique. Et donc, d'une part, on part de ce que les gens nous ont dit et de leurs mots, et ensuite, et c'est ce que tu disais, Julien, à l'instant, on l'a coécrit. C'est-à-dire que la raison d'être, elle est écrite par les collaborateurs de l'entreprise. Et du coup, ça donne quelque chose qui est forcément ancré dans le vrai et dans ce qu'eux, ils vont pouvoir porter. Et puis, on les calme un peu quand ils veulent restaurer la paix dans le monde avec la pâte à tartiner. C'est-à-dire qu'à la fois, on les tire un peu vers transcender votre métier et à la fois, on sait leur dire, attendez, là, on va un peu loin. Il faut que vous puissiez dire demain, en rentrant chez vous, moi, mon métier, c'est… Et si toute votre famille rigole, ça veut dire que ce n'est pas la bonne. On les aide aussi parfois… Travailler pour une pâte à tartiner, vos enfants, ils vont rigoler un petit peu si vous leur dites que vous êtes pour la paix dans le monde. On les aide aussi parfois à retrouver une forme de fierté dans leur activité. Parfois, on se rend compte que des entreprises qui lâchent des raisons d'être qui sont plus belles que le ciel, c'est parfois, pas tout le temps, mais c'est parfois parce qu'ils ont honte de leur activité et qu'ils vous disent, typiquement dans le B2B, c'est compliqué parce que ça ne fait pas rêver. L'erreur commence là, en fait. On n'est plus là pour faire rêver, on est là pour signifier que ce qu'on fait est important. Il n'y a pas besoin de rêver. On est là pour donner du sens. Du sens. Pas pour faire on peut créer une raison d'être très intéressante autour du ciment. C'est pas du tout… voilà, donc j'imagine que les gens qui travaillent dans le ciment préféreraient travailler chez Apple dans la Silicon Valley, et le fait de travailler dans le ciment, ça a une utilité. Voilà, donc nous, on cherche aussi à rendre, par le travail qu'on fait, une forme de fierté autour de l'activité, autour de l'entreprise et de la marque. En fait, il y a un mot, et ça répondra peut-être à la question de Céline, il y a un mot qu'on a peu prononcé depuis le début de cette interview, et pourtant il est essentiel dans notre manière de faire notre métier, c'est le vrai. C'est-à-dire qu'on part toujours du vrai, de ce qui est absolument incontestable, ni par le pire des militants qui voudraient nous dénoncer, ni par le pire des concurrents. Ce qui est vrai et incontournable. Et à partir de cette vérité-là, on prend notre projecteur et on essaie de l'éclairer sous différents angles pour trouver l'angle qui est le plus intéressant et qui va effectivement redonner du positif. Pas redonner du positif artificiellement parce qu'on va raconter une belle histoire qui en fait va être peut-être agréable à écouter mais ne va pas changer la perception sur le fond. On va simplement se demander, ce métier-là, le ciment, qu'est-ce qu'il change dans la société, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il peut avoir de bien. Alors c'est un exemple un peu difficile, Julien, parce que… il y a beaucoup d'externalités négatives dans le ciment. L'addiction de la Je vois le commentaire d'Emmanuel. Oui, mais non, mais alors justement, parce que faire? C'est facile d'aller voir le WWF qui nous disent montrez-nous notre utilité. Le challenge, il est quand même… Bien sûr, on est d'accord. Le challenge, quand même, quand on va voir… En revanche, on ne travaillera pas pour Monsanto, ça c'est sûr. Je préférerais mourir avant. Non, c'est sûr. Et ni pour l'industrie du tabac, parce que là, il n'y a aucune externalité positive. Donc, voilà. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc Céline, pour te répondre, dans le processus d'écriture, on essaie d'être très concret dans la manière de faire accoucher cette raison d'être. Et après, tu l'as compris, on la colle à la réalité du business et on essaie d'éviter toutes les raisons d'être qui sont déconnectées de l'activité créatrice de valeur au sens économique. Financier peut-être. Donc du coup, financière, d'accord. Du coup, pour l'entreprise, ça devient
respirer tous les jours, faire son travail, s'asseoir à son ordinateur, allumer une machine le matin, c'est contribuer à faire exister cette raison d'agir, puisque la raison d'agir, elle est connectée au business. Donc, du coup, ce petit décalage méthodologique qu'on fait en disant raison d'agir pour obliger nos clients à la chercher du côté de leurs activités et non pas à côté de leurs activités, au cœur de leurs activités, c'est intrinsèquement, je ne sais pas si ma réponse est claire, c'est en soi ce qui va faire qu'elle va être concrète derrière et qu'elle va être concrétisée, puisque les collaborateurs, ça leur redonne du sens à leur métier, ils font leur métier comme ils l'ont toujours fait, mais avec une conscience un petit peu plus intéressante de à quoi ça peut servir pour la société. Donc c'est tout ça qui concrétise la raison d'agir de manière extrêmement naturelle en fait. Devrait-on dire la raison de bien agir? Ouais. Ce serait bien. On n'en est pas encore tous là, évidemment. Je vous propose de continuer. J'en monte le fil des différents échanges. Je vois qu'Emmanuel a beaucoup de questions. Absolument. Et Emmanuel qui a mis en place avec Laetitia Audibert la plateforme Gandhi, donc qui est une plateforme de crowdfunding, de mise en relation d'entreprises mécènes, mobilisation des entreprises autour de la question du don. Alors, je propose de prendre la dernière question d'Emmanuel. Oui, tout à fait. Comment j'ai... Oui, elle est intéressante cette question. Celle de Magali après est intéressante aussi. Vas-y Julien. Alors je la relis, comment gérer la connexion raison d'être marque pour des entreprises qui sont sur des secteurs et des marques variées. Alors là, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce que quand les secteurs sont trop variés, on va aller chercher une raison d'être qui soit un dénominateur commun de tout ça. Et quand vous êtes une marque comme Procter & Gamble, par exemple, alors une entreprise, pardon, comme Procter & Gamble, qui a... qui est devenue une marque depuis... Oui, alors qui est devenue, mais qui est toujours... Non, mais mais qui est devenue une marque... Mais c'est un super bon exemple. Alors, c'est un super bon exemple pour répondre à la question. C'est pas devenu une marque P&G, elle a toujours été P&G, son site web c'est png.com, mais elle a des activités dans, je sais pas, peut-être 180 marques aujourd'hui dans le monde, des marques locales, des marques internationales, et finalement elle fait des piles, des Pringles, Monsieur Propre, Ariel, des couches, elle fait du soin via Gillette, des piles Duracell. Vous voyez comment je trouve. Et donc dans ces cas-là, c'est très très problématique quand les secteurs sont très variés. La raison d'être en général, elle est très très envolée parce que je dois rassembler tout ça. Si j'étais uniquement sur le rasage, comme Gillette, je dirais assurer, je sais pas. On va pas la trouver comme ça, faut qu'on connaisse leur problématique. Vous voyez qu'AXA qui assure des millions de choses, des millions de gens, de choses, d'entreprises, et qui a des centaines de produits dans plein de domaines variés, elle a du mal même à trouver, une raison d'être qui soit un peu crédible. Assurer la vie, elle a fait la raison d'être du secteur. C'est toute l'assurance qui doit assurer la vie. Vous voyez. Donc la question est intéressante. Je ne peux pas y répondre tout de suite, mais je sais que c'est un vrai challenge. Alors moi, je veux bien essayer. Je veux bien essayer parce que je trouve que P&G est un bon exemple. Tu le disais. Alors P&G, c'est pas leur raison d'être, c'est une promesse de marque. Ils ont fait un exercice publicitaire. Ils ont fait ce que nous on pense que doivent pas être les entreprises, c'est-à-dire ils ont fait un exercice publicitaire pour donner du sens à la marque nouvellement créée P&G, quand justement l'entreprise est devenue une marque émotionnelle. La campagne est dingue, elle est super par ailleurs. Mais tu peux rappeler juste la campagne, Christelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vue? Ouais, j'y viens. Ouais. C'est en fait P&G, donc quand ils se sont renommés P&G, que effectivement c'était leur petit nom, tout le monde les appelait comme ça, mais et ils ont fait une campagne qui était une ode aux mères. Donc ils ont pris, alors c'était à l'occasion des JO dont ils sont sponsors officiels, donc les planètes s'alignent assez bien, de manière opportuniste. Ils ont pris ce statut de supporters des JO et ils ont fait une grande campagne hyper émotionnelle, dont sur le plan du rapport homme-femme, il y aurait à dire, mais bon, passons, pour célébrer les mères de champions. Et donc, ils ont fait ce film qui dure 3 minutes et que je vous invite à aller regarder sur Google si vous ne l'avez pas vu, qui est très émotionnel, où on voit des mamans qui se lèvent à l'aube, qui pansent les plaies de leur bébé graines de champion, et on les voit en gros mouiller leur chemise, sans mauvais jeu de mots, mouiller le maillot, pour avoir amené ces champions là où ils en sont aujourd'hui. Et en gros, ça dit que si les mères n'étaient pas là,
eh ben, en fait, ces champions ne seraient pas ces grands champions olympiques qu'on admire et qui font la fierté des pays. Bon, du coup, eux, le plus petit dénominateur commun, ou le plus grand peut-être, moi je trouve qu'il est petit, qu'ils ont trouvé à tout ce qu'ils font, des piles jusqu'aux couches culottes, c'est les mères. Parce que les mères seraient de source éternelle, de toute éternité, j'espère que non en tout cas, les providers de ce qui vient au quotidien aider la famille. Donc, ce n'est pas une raison d'être. Ils ne se sont donné aucune utilité. Alors, la raison d'être, si je te coupe, ils l'énoncent sur leur site et ils disent fournir des produits et services qui améliorent la vie des consommateurs du monde entier aujourd'hui et pour les générations futures. Bon, c'est faiblard parce qu'ils sont obligés de tout encapsuler dans une même phrase. Donc, ouais, mais Julien, soyons un peu immodestes un instant. Ils nous auront confié cette réflexion. On aurait atterri sur un truc, je ne sais pas si ça serait brillant, mais ça aurait un tout petit peu plus de sens que ça quand même, non? On ne se serait pas satisfait de ça. Ça, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun. C'est quand tu regardes les choses d'un point de vue mathématique et que tu te dis, le plus petit dénominateur commun de toutes ces activités partout dans le monde, c'est des biens et services du quotidien. Très bien, on en fait une mission d'entreprise. C'est peut-être une mission d'entreprise, ce n'est pas une raison d'être. Parce que ça parle en aucun cas du bien commun et d'une contribution à la société un peu au-dessus du business. Enfin, pour moi, ce n'est pas une raison d'être. Donc voilà, c'est sûr que c'est plus compliqué, Emmanuel, vous avez raison et c'est très pertinent de le soulever. Simplement, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'en fait, quand Julien et moi, on s'intéresse à l'histoire de l'entreprise, ce qu'on fait toujours, et d'ailleurs, dans une époque où plus personne ne le fait, souvent, on apprend des choses aux gens qui nous ont confié la mission. Et qu'on regarde bien l'histoire, qu'est-ce qui a justifié le rachat de telle petite entreprise qui fabriquait des couches culottes? Et tiens, mais le moment des piles, pourquoi ils ont racheté Duracell? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel fondateur ou quel dirigeant, au nom de quoi, a choisi d'innover, de faire des piles aussi? En fait, on se rend compte que souvent, il y en a un fil conducteur. Parce que les dirigeants, voilà, c'est des hommes, ils ont une pensée. Parfois, c'est que opportuniste d'un point de vue business, mais souvent, il y a une raison. Elle peut être affective, géographique, elle peut être idéologique, elle peut être... Et même dans les rachats opportunistes, il y a souvent une petite histoire. On va prendre l'exemple de Danone, qui est l'exact contraire. Et en exhumant ça, on trouve souvent... et c'est souvent implicite, excuse-moi, je te laisse la parole dans un instant, Julien. Souvent, c'est implicite et souvent, c'est même inconscient dans la société, dans l'entreprise en question. Il y a une valeur clé, une idéologie clé ou quelque chose qui a structuré cette démarche. Je vais vous donner un dernier exemple avant que Julien raconte Danone. Allez, le dernier. Moi, quand j'ai travaillé chez Intermarché, auprès du président d'Intermarché, la question, quand je suis arrivée, Intermarché écrivait partout producteur commerçant. Personne ne comprenait rien. J'avais contribué à le faire émerger dans l'agence, donc je me mets dans la critique, mais on ne comprenait pas ce que c'était, on ne comprenait pas pourquoi il y avait écrit producteur commerçant sous Intermarché. Et donc, j'ai voulu creuser qu'est-ce qui faisait qu'on était devenu, bien sûr, vous le savez tous, la 4e chaîne de distribution en France, mais le 10e producteur agroalimentaire français, ce que personne ne savait. Pourquoi ils avaient fait ça? Et en fait, j'ai compris qu'il y avait une vision idéologique du fondateur qui était d'assurer l'indépendance alimentaire de la France versus les Américains. C'était un petit De Gaulle côté distribution, ce fondateur. Donc, il y avait une idéologie, il y avait une vision du monde sous-jacente à cette très grande diversification d'Intermarché, de sourcer des vaches jusqu'à vendre le bœuf, y compris le packaging, et qu'en fait, cette idéologie avait intérêt à la faire réémerger et à lui redonner du sens contemporain. Donc, il y a toujours un sens, presque toujours, qu'il suffit de remettre à jour pour comprendre et pour trouver la mission ou la raison d'être qu'il y a derrière cette diversité d'actions, d'univers et de marché. Pardon, Julien, je te laisse finir sur Danone avant d'enchaîner peut-être sur d'autres questions. Danone, en fait, a décidé de gérer le portefeuille de l'ensemble de ses marques, et vous savez qu'il y en avait beaucoup il y a encore 15 ans, justement par la marque. Alors, la marque raconte depuis maintenant 30-40 ans que l'alimentation est notre première médecine. L'alimentation, c'est la santé. Et elle le prouve, en fait, avec des actions de rachat et surtout de vente d'actifs qui étaient jusque-là précieux. On peut se parler de Kronenbourg il y a déjà 20 ans, on peut se parler de Lu il y a une dizaine d'années, on se parle en ce moment même de Danette, dont justement Danone songe à se séparer, parce que ça ne rentre pas. Tout simplement, ces produits ne rentraient pas. L'alcool, les biscuits très sucrés, Danette qui est plein de gras, ne rentraient pas dans la mission qu'il s'était fixée. Alors, on aurait pu se dire, on va essayer de créer une Danette avec du lait de soja sans sucre.
la marque perdrait de ce qui a fait son succès, notamment auprès des enfants. Donc, ils préfèrent donner cette marque et la revendre à qui voudra bien l'acheter. Et donc, on est attentif, justement, pour voir. Plutôt que d'assumer une marque qui ne rentre pas dans ce qu'ils se sont fixés comme mission. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous avez d'un côté Procter & Gamble qui a plein de marques et qui se donne un truc très générique pour pouvoir assumer justement les piles, les couches culottes, les Pringles. Pouvoir garder donc là, je raconte un truc tellement général que ça ne touche personne. Je veux dire, assurer la satisfaction des clients dans le monde entier. Bon, ben, Ikea dit la même chose. Hein. Et de l'autre côté, vous avez Danone qui est extrêmement cohérent. Si je pense que l'alimentation doit être la première source de santé des Français et du monde, je retire de mon portefeuille les produits qui ne font pas bien au corps. Voilà. Donc, ils vont se retrouver avec des yaourts nature et de l'eau, ce qui devrait peut-être suffire justement à assurer leurs revenus. Mais c'est vrai que le Danone qu'on connaîtra dans 5 ans, ça sera un Danone bien différent du Danone qu'on connaissait quand on était petit, où il y avait encore du Gervais, la Rochefoucauld, les Danettes, des Cronenbourg, etc. On a encore une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Julien et Christelle, je vous propose de dérouler. Moi, j'aimais beaucoup la question de Magali. Ouais, la question de Magali est très intéressante. En plus du fait que ça me donne l'occasion de saluer Magali, que j'aime beaucoup. La réciprocité entreprise et société civile qui existait avant la financiarisation des sociétés doit être retrouvée. Cela a existé pendant longtemps. Je trouve que c'est un super bon point. C'est vrai que cette réciprocité entreprise et société civile, elle a structuré, je parlais tout à l'heure de Michelin au 19e, mais c'est vrai qu'elle a structuré l'essor du capitalisme et que tu as raison Magali, on a souvent l'impression d'inventer des choses et l'époque a toujours l'impression d'être plus innovante que celle d'avant. En fait, on est probablement en train de réexhumer ce qui était le modèle un peu plus harmonieux de coexistence pacifique et bénéfique, j'ai envie de dire, entre les organisations humaines à but lucratif, c'est comme ça qu'on peut appeler l'entreprise, et les autres formes d'organisation humaine. Nous, avec Julien, on aime bien rappeler à nos clients qu'une entreprise, ça vient de entreprendre, c'est-à-dire se mettre ensemble pour réaliser, mener à bien un projet. C'est ça la définition d'une entreprise. D'ailleurs, on dit bien qu'il y a des entreprises dans le langage courant au sens un projet qu'on va mener à bien. Quelle belle entreprise que de construire une cabane, on peut dire. Bon, c'est un peu désuet de parler comme ça aujourd'hui, mais ça voulait dire ça. Et là, il n'y avait pas de notion de création de valeur économique ou de financière à l'époque. Donc, l'organisation humaine qui concourt à faire gagner de l'argent, qui est devenue l'entreprise, elle doit bien sûr articuler avec toutes les autres formes d'organisation humaine qui concourent à d'autres objectifs et peut-être d'ailleurs de plus en plus travailler avec et pas travailler contre. Tout à l'heure, Julien parlait d'une belle utopie que je trouve intéressante et qui serait certainement très bénéfique pour les entreprises, c'est de faire peut-être de l'intrasociationnariat. On voit bien comment les entreprises, les grandes en particulier, quand elles essaient de travailler en écosystème avec des startups, c'est souvent très compliqué. Ça les révolutionne beaucoup de l'intérieur, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il y a un choc de culture entre les start-upers très tendus vers l'objectif, dans un rythme de décision et de temps très court, et les très grosses organisations extrêmement hiérarchisées, pyramidales, avec beaucoup de reporting, et souvent d'ailleurs, ça fait des circuits de décision beaucoup plus longs. Moi, je serais... Ah ben oui, les rythmes de décision beaucoup plus longs, des systèmes de représentation hiérarchique et managériaux qui font que la direction, la décision ne peut pas être prise si vite sur le terrain. Enfin, plein de choses qui sont percutées. Même les systèmes RH de valorisation des collaborateurs qui ne peuvent plus du tout être pilotés de la même manière. Donc souvent d'ailleurs, ça finit avec des structures très très étanches pour éviter les conflits humains. Je serais très curieuse et amusée de voir qu'est-ce que ça donnerait d'hybrider une association, pour celle que je connais un petit peu, avec une très grande organisation. Je pense que culturellement, en tout cas, ça serait intéressant. Et ce qui est sûr, parce que ça se passe à tous les niveaux de la société et des gouvernances, y compris de la gouvernance mondiale, c'est que de plus en plus, ces organisations au fonctionnement et aux objectifs différents vont devoir travailler ensemble. Elles ont de plus en plus à mener, de toute façon, à parler ensemble. Et aujourd'hui, pour se critiquer, demain, probablement, pour essayer d'inventer des solutions qui ne pourront plus être seulement gérées par les unes ou par les autres. Les associations ont de plus en plus besoin de la puissance de frappe des entreprises et les entreprises ont de plus en plus besoin
de cette dimension du bien commun qu'elles ont quand même beaucoup de mal à gérer. Elles ne savent pas très bien comment l'attraper. Donc voilà, à mon avis, on va assister à des hybridations intéressantes. Probablement que comme toujours au début, il y aura quelques pots cassés. Et puis de plus en plus, les entreprises vont devoir avoir dans leur écosystème des ONG qui viennent, surtout si elles se sont dotées d'un combat, parce que c'est la grande mode pour une marque aujourd'hui de se donner un combat sociétal, parfois de manière un peu illégitime, on pourrait y revenir, mais d'avoir au moins une association qui les crédibilise dans le fait de pouvoir mettre et pas simplement financer une association parce que c'est une façon assez simple de dire, bah, vous voyez, je fais du bien, je donne de l'argent pour qu'on plante des arbres, je me dédouane facilement et à peu de frais. Quand on voit ce que les entreprises donnent aux associations, tout à coup, c'est une forme de greenwashing. Oui, de greenwashing et de s'acheter une bonne conduite à peu de frais. Comme disait Christelle, il va falloir qu'elle mette en place des associations hybrides, enfin des connexions hybrides. Et de toute façon, je pense que c'est la société, les gens, les consommateurs et les citoyens qui vont les y pousser. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on le voit, alors c'est en devenir et c'est en gestation aux États-Unis qui, de toute façon, ils sont toujours excessifs dans tout ce qu'ils font. Mais on voit bien que ce qu'on appelle la cancel culture, c'est une manière très simple de dire je vous mets en avant et je dénonce que vous faites mal. Donc, si on essaie de temporiser cette espèce de mouvement qui est très très violent aussi, on se rend compte que les citoyens vont pousser les entreprises à agir et vite. Ne serait-ce que déjà en n'achetant plus leurs produits. Et ça, c'est déjà forcément le cas, notamment pour une génération. Consommer, c'est voter, comme dirait l'autre. Oui, consommer, c'est aussi mettre au chômage. Consommer ou ne pas consommer, c'est finalement mettre au chômage et puis casser de la valeur pour l'actionnaire. Donc, alors, je rebondis donc juste sur la dernière phrase, dernier commentaire de Magali. Militons pour des ONG au conseil d'administration. Tout à fait. Tout à fait. Très intéressant. Et effectivement, elle a raison, Magali, ça pourrait être une forme de contrat social. Moi, on est en plein octobre rose, là, donc il y a beaucoup d'initiatives autour du cancer du sein. Dans certains cas, des marques qui, par exemple, vendent des produits cosmétiques aux femmes au quotidien ont des initiatives pour collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Très bien, on ne peut pas s'en désoler, on ne peut que s'en réjouir. Cependant, dans ces entreprises, il y en a qui vendent des produits dont moi, je ne suis pas certaine qu'ils soient complètement dénués de produits cancérigènes. Et j'aimerais qu'une entreprise qui se met en avant comme contribuant à collecter des fonds pour soi-disant lutter contre le cancer du sein, parce que collecter des fonds, ce n'est pas lutter contre. Souvent, c'est pour aider les femmes qui sont déjà atteintes. Et c'est très bien, heureusement qu'il y a ça. Mais est-ce qu'elles ne pourraient pas juste aligner leur modèle économique et dire nous faisons la chasse et la traque à tous endocriniens ou qui pourraient générer d'une manière ou d'une autre, ou sur lesquels il y a encore une suspicion. Alors, peut-être qu'ils ne peuvent pas enlever tout du jour au lendemain, on comprend bien, comme les néonicotinoïdes, que peut-être les substituts ne sont pas tout à fait prêts, mais au moins s'inscrire dans cette démarche et nous annoncer que dans 5 ans, ils n'auront plus un seul produit suspect dans leur gamme de produits qu'ils vendent au quotidien, parce que moi, ça me fait une belle jambe qu'on m'explique qu'on lutte contre le cancer du sein pour ma génération ou celle de ma mère, mais que pendant ce temps-là, on vend à mes filles des déodorants qui potentiellement vont générer leur cancer du sein. C'est comme si Philippe Maurice, c'est comme quand Philippe Maurice te dit qu'il finance la lutte contre le cancer. Il y a une forme, il y a un moment une forme. Oui, alors non, mais oui, mais bien sûr, mais ils le font. Voilà. Ils le font à grands coups de voilà, donc ils luttent et ils disent bah on finance une partie de la recherche contre pour soigner le cancer du poumon, c'est sûr, bien sûr. Bon, là, on est dans le cynisme pur, comme ça, puisqu'on aura trouvé le remède miracle, vous pourrez continuer. Et vos enfants aussi. Donc là, on est dans le cynisme pur. Mais sans aller jusque-là, effectivement, je rejoins complètement ce que dit Emmanuel. Cette expression est d'ailleurs très intéressante. C'est bien une nouvelle forme de contrat social. Et j'ai envie d'ajouter, même si j'aime pas beaucoup ce mot, de contrat social et moral des marques pour que les entreprises puissent travailler en étant, pareil, en conscience, en fait. Créer leur valeur et innover dans leur secteur d'activité en conscience, en se disant que ce qu'elles font fait avancer leur société, leur entreprise, donc leurs intérêts privés, et fait avancer la société avec elles. Je ne dis pas que c'est simple et qu'il suffit de le dire pour y arriver, mais Julien et moi, on se rend compte au quotidien dans notre métier que cette exigence intellectuelle d'essayer de trouver comment on aligne, plutôt que d'essayer de trouver juste une réponse simple, comment on séduit, en fait, il suffit juste d'être un peu plus exigeant et souvent on la trouve et on y arrive.
Mais peu de clients nous le demandent, enfin certains heureusement, peu de clients nous demandent cette exigence. Nous, on se l'applique, donc de toute façon, on la délivre à tous nos clients. Et quand on arrive avec ce type de réponse, les clients sont souvent étonnés en disant « Mais vous avez réussi à tout embarquer, c'est fou, vous avez réussi à embarquer la RSE alors que ce n'était même pas dans le brief. » Ben oui, on est en 2020, on réfléchit à votre raison d'être, à votre mission de marque, on ne va pas le faire en n'embarquant pas la RSE. Enfin, ça serait complètement débile. Dans 2 ans, vous reviendrez nous voir en nous disant « Mais votre raison d'être, elle n'a pas tenu. » Justement, vous ne reviendrez pas nous voir. 2 ans, je suis sympa. Alors, oui, ou alors vous ne viendrez pas nous voir, nous. Donc, vous ne nous l'avez pas demandé, et c'est intéressant par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, Corinne, parce que pour vous, ce n'était pas central, mais nous, dans notre réponse, c'est forcément central, donc c'est embarqué. Et autant que faire se peut, que de réfléchir à une stratégie, donc c'est la différence entre faire de la communication et faire de la stratégie, c'est pour ça que nous, on prétend faire de la stratégie, c'est que tous vos sujets soient embarqués par ce sens qu'on est en train de décider ensemble, et que ça fasse bien. Et justement, je trouve que ça rejoint la question que pose Célim. Est-ce que et on a eu l'occasion d'en discuter, Christelle, hein, est-ce que cette nouvelle dimension, cette raison d'être de la marque est enseignée dans les écoles de commerce ou de marketing? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas parce que moi, j'ai déserté les écoles de commerce et de marketing au profit, pour d'autres raisons qui sont plus personnelles. Maintenant, j'enseigne à Centrale Supélec, donc j'ai en face de moi des ingénieurs. Et donc, ils ne sont pas passés par ces écoles-là. Donc, je n'ai pas d'éléments de réponse. Mais je suis sûre qu'avec la loi Pacte et la mode qu'il y a autour de la raison d'être, il y a forcément un cours ou un séminaire sur ce sujet. Alors, je sais qu'à Sciences Po, où j'ai enseigné longuement jusque l'an dernier, cette question, en fait, elle était traitée pas sous ce nom de raison d'être. On appelait ça, alors les Américains, les Anglais appellent ça le brand purpose, qui est directement traduit de justement utilité ou raison d'exister finalement. Hein. Elle était traitée sous cet angle de pourquoi j'existe et chercher justement. Alors, ça a beaucoup changé de nom. Hein. Vous savez, on appelait ça la vision, la mission dans les années 90, etc. Donc, régulièrement, on se repose. Simplement, là, en France, il y a une mode sur cette raison d'être parce que la loi Pacte l'a mis à l'agenda. Et donc, les entreprises ont été très fortement incitées. Mais depuis très longtemps, le brand purpose, comme il existe aux États-Unis, a été enseigné dans toutes les écoles de commerce, les écoles de management, etc. Sous un autre nom. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions et des remarques. Oui. Alors, il y avait une question de Célim, en fait, qui était au tout début, qui parlait du concept de personal branding. Que pensez-vous alors à l'ère d'Internet, d'Instagram, TikTok, LinkedIn de plus en plus? Que pensez-vous du concept de personal branding qui voudrait qu'un individu, célèbre ou pas, pourrait lui-même être une marque? Vous avez 4 heures. Moi, je sais pas si Julien partage, mais moi, je pense que tout peut être une marque. En tout cas, tout peut être transcendé en marque, brandé. Transcendé, c'est pas le bon mot, pardon. Brandé. Une région, enfin, on le voit en ce moment, il y a des campagnes de tourisme. Une région peut devenir une marque. On peut tenter, en tout cas, de faire d'une région une marque. Je dis pas qu'il faut le faire et que c'est bien. Hein. C'est une autre question, mais un individu peut être une marque. Kim Kardashian, c'est une marque aujourd'hui. Voilà, tout peut être marquisé, brandé, je sais pas comment dire ça. L'Élysée, on avait fait un post avec Julien il y a quelques temps sur l'Élysée qui s'était brandé pour en faire une marque. Qui avait du merchandising, absolument. Etc. Ouais, bien sûr, Donald Trump est une marque. Donc voilà, tout peut être une marque. Je ne dis pas que tout doit être une marque, hein, attention, pas du tout. Mais cette désuperposition entre la valeur tangible, ce qu'est quelqu'un, une personne en l'occurrence dans la question de Célim, et ce qu'est une projection de sens, un concentré de sens qui va l'incarner dans le monde de la discussion, de la conversation, dans le paysage des représentations, des signes, des sens et des symboles. Ce procédé-là, il peut concerner tout. Moi, le personal branding, après, je ne sais pas si Célim fait allusion plutôt aux célébrités, qui est un sujet en soi, ou au monde professionnel et à ce que LinkedIn peut générer dans la manière, dans les usages qu'ont les gens aujourd'hui pour présenter leur carrière et que j'avoue, je maîtrise assez peu. Voilà, après, c'est un point de vue plus critique, mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne peut devenir une marque. Je vais juste tempérer. Pour moi, pour qu'il y ait marque, il faut qu'il y ait marché en concurrence. Donc, Zinedine Zidane peut devenir une marque à partir du moment
où il est face à Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Voilà, là, il peut y avoir effectivement, pour moi, une marque. Ensuite, faire du personal branding, c'est-à-dire se présenter sous le meilleur jour, on en fait tous depuis la nuit des temps. Quand vous allez à votre premier rencard amoureux avec la personne que vous essayez, avec qui vous essayez de sortir. Mais c'est pas du personal branding. Non, mais c'est comme Monsieur Jourdain. Personal branding, c'est l'art de se mettre en avant en mettant les meilleurs atours. Non, ensuite, s'il y a marché en concurrence, là, effectivement, est-ce que Zinedine Zidane peut devenir une marque? Oui, du moment qu'il y a un marché en concurrence et qu'il y a des produits à vendre. C'est pour ça que Kim Kardashian, elle est plus sur le premier volet, c'est-à-dire se mettre en avant via des posts Instagram. À partir du moment où elle crée sa marque, là, on rentre vraiment dans du branding pur. Merci Céline, parce que tu viens de nous donner un sujet avec Julien pour animer nos conversations fertiles dans les 15 prochains jours, parce que je ne suis pas trop d'accord avec lui, donc c'est génial. Et comme on dit souvent, Julien et moi, en fait, on s'est choisis pour travailler ensemble parce qu'on est souvent d'accord avec notre manière de ne pas être d'accord. C'est fabuleux. C'est intéressant de voir son raisonnement à lui, même quand je ne le partage pas, et peut-être même surtout quand je ne le partage pas. Donc, c'est super intéressant de finir sur ça. Merci Céline, merci Emmanuel pour vos commentaires. Je pense qu'on a répondu quasiment à tous les échanges. Il y avait quelques commentaires tout à l'heure d'Emmanuel et de Magali, mais vous y avez répondu à travers vos réponses. C'est redondant, vous avez répondu avec vos réponses. A priori, tout est bon. Merci beaucoup Magali. Je vous propose, avant de nous quitter, un sondage que va vous envoyer donc Natacha et Judith. Voilà, c'est le questionnaire de satisfaction. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Et si vous avez... On peut répondre, nous, on peut dire... Oui, totalement. Vous pouvez, ça va faire grimper votre note, allez-y. Je vais y répondre aussi. De la maison, voilà. D'habitude, mais... Merci. Merci à tous. Merci pour l'organisation de ce webinaire. À bientôt. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous par webcam interposée. Si au niveau de l'audience, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les envoyer via la plateforme et nous les répercuterons auprès de Julien et de Christelle. Très bien. Et bravo à Corinne et The Good Racing. Bravo à Judith et Natacha qui sont cachées, que l'on ne voit pas, les invisibles, mais grâce à qui tout cela est possible. Ouais, merci beaucoup toutes les deux. C'est vrai, vous avez été décisives. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.